On commence donc avec vous, Sven Rosner. Vous êtes directeur adjoint. Alors vous allez nous dire comment s'appelle aujourd'hui votre office, qui est en Allemagne. Le kilowattheure réseau est cher, aux alentours de 30 centimes d'euros. Donc l'autoconsommation se diffuse très très largement. Et donc se jouent également les questions en matière de stockage et d'électromobilité. On sait par exemple que BMW a racheté SolarWatt, c'est pas un hasard. Donc vous allez nous parler de tout ça. Je vous laisse la parole et donc vous allez nous dire qu'aujourd'hui, votre office s'appelle désormais, un mot ? L'Office franco-allemand pour la transition énergétique, pour la simple raison que aujourd'hui, je pense que si on parle uniquement des énergies renouvelables, on n'arrive plus à couvrir toute la réalité qui impacte les énergies renouvelables au niveau de l'intégration dans les réseaux, par exemple, et également pendant des phases de pic de production qu'il faut se tourner plus vers des solutions de power to gas, power to heat. Donc c'est pour cette raison que le Conseil de ministres franco-allemand a décidé le 7 avril d'élargir notre périmètre d'action, de nous donner comme périmètre d'action désormais l'intégralité de la transition énergétique et de changer également notre nom en fonction de cela. Je vous invite à aller au pupitre. Très bien. Pour évoquer maintenant l'autoconsommation en Allemagne et bien sûr tout ce qui en découle en matière de stockage et d'électromobilité, et notamment de stockage. On va voir qu'il est assez répandu en Allemagne aujourd'hui. Avant de commencer, juste un peu de pub. Très bien. Vendredi, nous allons publier cette note sur l'autoconsommation en France et en Allemagne, un état des lieux actuel sur le cadre réglementaire. Et il est en téléchargement libre. Donc vous êtes bienvenus de visiter notre site web vendredi. Et vous pouvez donc télécharger ce document qui contient l'essentiel de ce que je vais dire aujourd'hui et également d'autres aspects de la question de l'autoconsommation. C'est gratuit ? C'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. Profitons-en. Alors peut-être avant de commencer avec ce schéma, l'autoconsommation en Allemagne, ce n'est pas nécessairement un sujet renouvelable. C'est un sujet qui a toujours existé dans le paysage énergétique en Allemagne. Aujourd'hui, à peu près 10% de l'énergie est autoconsommée. Donc, si vous avez l'occasion d'aller chercher votre Volkswagen à Wolfsburg, vous verrez qu'il y a de magnifiques blocs thermiques pour lignite sur site, 4 pour être exact. Donc ça, c'est de l'autoconsommation. 10% donc de l'énergie globale, de l'électricité globale en Allemagne est autoconsommée et à peu près 1% de cela sont les énergies renouvelables et là essentiellement le photovoltaïque. Ce qui nous mène à ce schéma, l'autoconsommation, donc vous voyez tout en haut, a commencé en 2009. Le législateur avait constaté que surtout dans l'Allemagne du Sud, où se trouvent la plupart des centrales en toiture, dans un milieu assez rural, avec des longues distances dans le réseau de distribution, que donc, pendant des pics de production, surtout en mai, juste comme maintenant, voilà, le réseau de distribution avait parfois du mal à suivre. Et on voit également, donc en Allemagne, nous avons à peu près 900 gestionnaires de réseaux de distribution qui ont tous leurs tarifs en fonction de leurs contraintes sur place. Et on voit clairement que dans les régions où le photovoltaïque est le plus développé, que les tarifs pour l'utilisation du réseau de distribution sont les plus élevés. Donc le législateur il a essayé d'introduire un tarif autoconsommation pour effacer un maximum de la production photovoltaïque du réseau de distribution. En 2012 est arrivée la parité réseau, et dans ce cas-là, on peut réellement parler d'une parité réseau si on parle par exemple du tarif de l'électricité pour les foyers.
Donc en Allemagne, nous avons en moyenne un tarif pour les foyers de 30 centimes par kilowattheure. Donc le législateur a très vite compris qu'il n'était pas nécessaire de verser une aide particulière, simplement plutôt de partir sur une logique où le propriétaire de la centrale il consomme ce qu'il peut et il injecte le reste et il est rémunéré par un FIT. Donc le FIT aujourd'hui il s'applique pour de nouvelles centrales jusqu'à 100 kW crête et au-delà des 100 kW crête, sinon c'est la vente directe. Et puis il y a également la livraison directe, ça veut dire que c'est le producteur qui passe par le réseau public et qui trouve un accord avec un client et il va vendre son électricité à un tarif qu'il a convenu avec son client. Voilà. On peut vendre à son voisin, quoi, si je vous ai bien compris. On va regarder ça dans un instant, ouais. Donc peut-être on peut... Alors, allez-y. Alors voilà, donc là on y est. On va donc à gauche, la composition du tarif en moyenne pour les ménages. Donc nous voyons que l'électricité en soi est très peu chère, hein, on est à 8 centimes et demi à peu près. Et à cela s'ajoute quand même un certain nombre de charges et des impôts ou des taxes. La TVA, également bien sûr la contribution au financement des ENR, la contribution à l'utilisation du réseau, la taxe de l'électricité. Et je vous ai ajouté dans la deuxième colonne le tarif d'achat pour une centrale de 10 à 40 kW. Et vous voyez donc que là vous injectez à 12 centimes et demi le kilowattheure. Ça veut dire qu'aujourd'hui qu'il est beaucoup plus intéressant de autoconsommer que d'injecter. Donc vous allez essayer de consommer un maximum. Et si vous pouvez, vous allez ajouter à votre centrale PV une batterie qui vous permet de passer de 20% de autoconsommation à 50 ou à 70% peut-être. Et le stockage, donc aujourd'hui, il est devenu un composant standard dans le paysage du photovoltaïque à domicile en Allemagne. Il y a un programme qui a été lancé en 2013 par le gouvernement fédéral qui permettait donc aux propriétaires d'une centrale photovoltaïque de bénéficier d'une aide à l'achat de batteries pour l'autoconsommation jusqu'à 3 000 euros et jusqu'à un tiers du prix du système. Donc c'était une prime qui était dégressive. Donc pour le premier kilowatt installé, vous avez une aide plus importante que pour le deuxième et le troisième kilowatt. Et cela est limité à 30 kW crête. Et donc ce qui est vraiment étonnant, et ça souligne ce qu'on voit ici, l'importance de cela, c'est que uniquement, selon les sources, la moitié, voire un tiers a été financé avec cette aide. Les autres batteries ont été achetées sans cette aide, parce que les propriétaires, ils ont compris que de toute façon, ça allait être très vite, très rentable. Et ils n'avaient pas envie de passer par 2 mois de paperasse. Ils l'ont acheté directement, ils l'ont fait installer chez eux, ils ont commencé directement à l'utiliser. Et on comprend pourquoi, parce que je fais des énormes économies si je peux maximiser mon autoconsommation. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 batteries qui ont été installées. C'est désormais un produit standard. Il y a des fortes baisses de prix depuis 2 ans, simplement parce qu'il y a eu des effets d'échelle qui ont pu se développer. Et cet effet-là, on va juste avancer pour regarder ça.
fait aujourd'hui en sorte que l'autoconsommation est carrément le porteur du photovoltaïque en Allemagne. En Allemagne, il y a un objectif annuel, un couloir cible de développement de 2,4 gigawatts à 2,6 gigawatts. Ces dernières 2 années, c'était plutôt dans l'ordre de 1,5 gigawatt. Et on voit clairement que l'essentiel du développement se passe sur des centrales en toiture jusqu'à 100 kW. Ça veut dire que ce sont des centrales avec un profil autoconsommation dans des foyers privés ou dans le tertiaire par exemple. Et un quart seulement sont des centrales au-delà de 100 kW et uniquement 4% sont des centrales susceptibles d'être des centrales au sol. Donc l'Allemagne peine actuellement à vraiment inciter un développement plus fort des centrales au sol. Il y a eu l'introduction des appels d'offres l'année dernière et pour l'instant on n'est pas sûr si c'était vraiment un succès, si on a trouvé la bonne formule. Aujourd'hui, c'est l'autoconsommation qui porte le secteur photovoltaïque en Allemagne. Je reviens rapidement ici. Donc, nous avons parlé tout à l'heure d'autres possibilités de commercialiser mon électricité. Donc, j'ai l'autoconsommation en 3e colonne. Donc, la seule charge que j'ai, c'est 1/3 de la contribution au financement des énergies renouvelables. Si je fais une livraison directe, par exemple, si j'habite dans un immeuble avec plusieurs parties, je peux faire installer des lignes dans la maison. Je ne passe pas par le réseau public et je peux donc vendre à mon voisin directement de l'électricité. À ce moment-là, je suis obligé de verser l'intégralité de la contribution EEG, donc au développement des énergies renouvelables, et la TVA, parce que c'est une opération commerciale, bien sûr. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous avez toujours de la marge. Si on prend comme base de calcul les 12,5 centimes, il vous reste toujours une marge, on va dire, 5 centimes de négociation par kilowattheure avec votre voisin. Donc pour vous, il y a toujours une forte chance que vous allez pouvoir faire une opération qui est plus intéressante que de passer par le FIT. Il y a également la possibilité de passer par le réseau public. Là, on voit aujourd'hui dans ce scénario, c'est pas intéressant. Là, vous perdez de l'argent par rapport au FIT. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait pas très souvent. Donc ici, vous voyez, je vous ai ajouté le taux en moyenne d'autoconsommation pour les différents types d'installations. Et ça, c'est hors batterie. Donc ça, c'est uniquement les systèmes PV en soi. Pour ce faire, par exemple, si j'ai une centrale sur le toit, sur la toiture d'un immeuble multipartie, je passe par un compteur totaliseur, voire par un compteur intelligent qui fait une extrapolation entre l'électricité que je vends à mes voisins et l'électricité que je tire du réseau de distribution. Et donc, comme ça, le fournisseur de l'électricité par lequel passent les différents clients peut donc identifier combien a été consommé par chaque ménage individuel et également combien a été injecté finalement pour la rémunération par le FIT ou par la vente directe. Alors, je pense à ce moment-là, j'aimerais ajouter donc, que nous avons vu que au niveau microéconomique, c'est une affaire très très intéressante. Au niveau macroéconomique, c'est un autre débat.
Et il y a eu des débats assez virulents, même si la transition énergétique en Allemagne a une acceptabilité de 90% après 15 ans, et des prix d'électricité relativement importants. Il y a eu des débats dans le genre, on a vu qu'il y a une exemption partielle avec l'autoconsommation de la contribution au financement des énergies renouvelables. Donc il y a eu des débats dans le genre, est-ce bien si le SMICAR finance la centrale photovoltaïque d'un juriste? Alors il faut savoir aussi que les centrales thermiques sont exemptées dans le cas de l'autoconsommation du financement des énergies renouvelables. Donc personnellement je trouve ça moins grave s'il y a une exemption partielle pour les renouvelables du financement d'autres énergies renouvelables que pour des centrales thermiques, mais ça c'est un point de vue individuel. Pour conclure, Sven, le temps passe. Oui, le temps tourne. juste sur le stockage plus particulièrement. Absolument. Il y a aujourd'hui un débat sur où on devrait localiser le stockage. C'est très intéressant pour l'individu d'installer aujourd'hui une batterie en décentralisé. Pour le système en soi, ce serait peut-être plus intéressant de le placer en centralisé. Au niveau macroéconomique, ce serait plus intéressant. La question après, c'est comment c'est financé. Est-ce que ça doit passer par l'équivalent du TURP, ce qui ouvrait bien sûr un nouveau débat. Et un autre débat dans le même genre, l'objectif c'était d'effacer une partie de la production photovoltaïque du réseau. Le constat, c'est dans la plupart des cas que la puissance de raccordement, surtout pour des centrales de très petite taille, en dessous de 10 kW, elle n'a pas vraiment baissé. Donc le réseau de distribution coûte toujours aussi cher qu'avant. Il y a une redistribution qui se fait ailleurs, mais donc l'objectif initial, il est juste partiellement atteint. Voilà. Merci beaucoup, Sven Rosner. Merci. On l'a vu clairement en Allemagne aujourd'hui, l'autoconsommation photovoltaïque porte le marché, c'est très net. On poursuit avec les industriels. Serge Communal, vous êtes ingénieur consultant technique SMA France. Alors, vous allez nous dire comment une entreprise comme la vôtre accompagne le changement de paradigme vers l'autoconsommation et surtout quels outils vous développez pour cela. Je vous invite à rejoindre le pupitre, Serge Communal. Oui, alors j'ai quelques images à vous montrer. Allez-y, je vous en prie. Je ne sais pas si on est calé sur... La régie se cale. Merci. Donc je vais vous parler donc, du point de vue d'un constructeur d'onduleurs. Vous connaissez SMA pour ses onduleurs, j'espère. À peu près tout le monde ici. On va parler également de la gestion d'énergie. Ça fait quelques années que... Alors c'est lié forcément à ce que vient de nous dire Sven, c'est que le marché allemand a évolué plus rapidement que nous sur l'autoconsommation, et c'est une chance pour nous. Et une bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé les solutions, toutes les solutions techniques qui pourraient, ou tous les problèmes techniques auxquels on pourrait être confronté aujourd'hui en France. En fait, on les a déjà résolus, donc c'est déjà un bon point pour la suite. Ça ne résoudra pas forcément les tracasseries administratives qu'on a citées ce matin, mais déjà d'un point de vue technique, l'intérêt d'utiliser du matériel qui est déjà éprouvé dans certains pays où ces problématiques ont été abordées. Je pense notamment au stockage, bien sûr, mais à la limitation d'injection sur le réseau. C'est une problématique qu'on a évoquée avec ERDF ce matin. On a des solutions qui existent. Donc voilà, ce que je voulais aborder ici, c'était notre contribution à ce qu'on appelle le smart home, ou à un niveau un peu plus élevé au smart grid, c'est-à-dire l'intelligence dans les réseaux, dans la maison. Et donc, vous parlez de ce qu'on entend par smart home. C'est l'intelligence dans le bâtiment que l'on peut baser sur quelques piliers comme la domotique, en ce qui concerne le pilotage d'un certain nombre d'équipements électriques qui se fait de plus en plus. On a cité ici le cas du divertissement avec la télé, qui reste quand même un usage important d'électricité dans le bâtiment. Vous pouvez imaginer les consoles de jeux également. La sécurité, c'est la surveillance des bâtiments, d'un point de vue vidéo ou système d'alarme, par exemple. On a cité ici le cas de la santé, qui peut être
un sujet important pour, par exemple, le maintien à domicile de personnes malades ou âgées. Et enfin, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique qui concerne tout ce sur lequel SMA a travaillé ces dernières années, notamment la surveillance des systèmes, la gestion de l'énergie et l'intelligence du système. Donc c'est ici que je vais développer les différents points que j'ai cités ici. On est globalement aujourd'hui dans un système d'appareils connectés, interconnectés. On parle d'Internet de l'objet ou des objets. De plus en plus, on va être, et tant mieux, puisqu'on l'a cité aussi ce matin, on va dans quelque chose qui nous paraissait impossible il y a encore quelques années, mais aujourd'hui on est largement connecté au niveau de toutes les utilisations qu'on peut faire de l'électricité. Donc, dans un des premiers piliers de notre étude, c'est, ou de conclusion des études qu'on a menées jusque-là, c'est la visualisation des systèmes qui nous permet d'avoir en tête, et à nous utilisateurs, à vous installateurs et d'autres utilisateurs, c'est de connaître les flux d'énergie dans le bâtiment. C'est très important puisque lorsqu'on veut gérer au mieux l'énergie, il faut être conscient à la fois de la production, on parle ici du photovoltaïque bien sûr, de l'utilisation de l'électricité dans la maison, donc de la consommation et de l'autoconsommation. Et on a aussi ici une vision de ce qui se passe au niveau du réseau, c'est-à-dire tant en injection vers le réseau, si on a l'occasion de le faire, mais aussi de la consommation de l'énergie que l'on fait à partir du réseau. Et dans les systèmes de stockage, on aura également une visualisation du stockage, c'est-à-dire de la capacité, de la quantité d'énergie disponible dans le stock batterie. Alors l'intérêt de connaître ces flux d'énergie, ça peut être, on pourrait penser que c'est uniquement, je dirais, cosmétique. Non, ce n'est pas le cas. On a constaté que la connaissance de ces flux d'énergie permet aux utilisateurs des bâtiments de mieux se comporter. Parce qu'ils savent, dès qu'ils ont la possibilité, interpréter les graphes et les courbes qu'on a ici, c'est-à-dire de voir comment la maison ou le réseau en question consomme, comment on fait appel à l'énergie propre, l'énergie solaire, comment on fait appel à l'énergie des batteries. Alors là, sur la partie haute des graphiques, là, vous avez une couleur verte qui concerne la consommation du photovoltaïque, une courbe en orange qui concerne l'utilisation des batteries, et en rouge, l'utilisation du réseau. Donc vous voyez que toute la journée, à peu près de 8h à 19h, on a de l'utilisation spécialement PV. On a ensuite de 19h à minuit quelque chose qui est représenté ici en orange, qui est l'utilisation de la batterie. Et ensuite, le petit matin, est plutôt consommateur d'électricité du réseau. Bon, ceci est un exemple, hein, évidemment. Du point de vue de la production, c'est la courbe du bas. On a ici la répartition entre ce qui est produit par le système photovoltaïque, ce qui est stocké dans les batteries, en orange à nouveau, et ce qui est en jaune injecté au réseau. Donc voilà comment, en connaissant et en pouvant interpréter ces graphiques, l'utilisateur peut se dire effectivement, alors là on est plutôt sur quelque chose qui est vertueux, mais on pourrait avoir, dans le cas d'une mauvaise utilisation du réseau ou du bâtiment, une consommation du soir plutôt sur les batteries qui verrait disparaître rapidement le stock batterie, alors que si on avait pu anticiper la consommation à une période où le soleil était encore présent, on aurait sans doute été plus vertueux de ce point de vue-là. Voilà, donc premier pilier de notre système, c'est de visualiser les flux d'énergie. Ensuite, c'est un effet fortement pédagogique. Hein. Voilà, c'est fait pour ça. Alors ensuite, on a deux choses qui viennent en complément de ce qu'on vient de voir, c'est la prévision et les plannings, ou la prévision de production et la prévision de consommation. On peut facilement, à partir d'outils de mesure, de la connaissance de l'installation photovoltaïque et ensuite de données météo des lieux d'installation, connaître
à peu près la prévision de production de notre système. On a de cette manière la possibilité de prévoir à quel moment de la journée il sera plus judicieux de consommer. On peut, alors on a ici sur la partie haute du graphique des nuages et du soleil, donc on a ici, là c'est la prévision météo, on a une production qui est représentée en vert avec une ampoule verte qui signale à quel moment il serait plus judicieux de consommer de l'énergie. Alors maintenant la question se pose de comment peut-on utiliser cette énergie? Est-ce qu'on est présent dans le bâtiment et auquel cas est-ce qu'on peut, en connaissance de cause, allumer ou arrêter un appareil, ou alors est-ce qu'on peut le faire de manière automatique? C'est ce qu'on a illustré sur la partie basse du graphique ici, c'est les différents appareils de la maison que l'on va programmer pour un fonctionnement au plus juste au moment où l'énergie est présente. Donc voilà ce qu'on appelle donc prévision et planification de l'utilisation de l'énergie. Ça va. Pour faire fonctionner ce système, évidemment, il faut que les équipements de la maison communiquent entre eux. Et donc c'est le sujet qu'on a évoqué ici, la communication entre les différents appareils, l'onduleur de production photovoltaïque, la batterie de stockage, les équipements électroménagers qui sont là pour consommer, évidemment, quand on a besoin de les utiliser, mais aussi de manière programmée à certaines périodes du jour où, justement, l'énergie sera en priorité solaire. On a une vision de ce qui se passe, ou une communication avec le réseau. Ça pourrait être pour une communication des tarifs, si on a différents tarifs disponibles. On pourrait imaginer qu'on ait une information de pointe, c'est-à-dire les périodes de pointe où il est judicieux de ne pas consommer de l'énergie du réseau. À d'autres périodes, ça pourrait être une demande, justement pendant ces périodes de pointe, une demande du réseau d'énergie, et auquel cas on pourrait imaginer qu'un système intelligent puisse fournir au réseau de l'énergie pour combler ces pointes, ces demandes de pointe. Voilà un petit peu le principe et le lien qui fait un peu le lien avec la suite de la discussion, c'est la voiture électrique qui intervient ici comme un organe de stockage supplémentaire. On peut imaginer bien sûr des systèmes de stockage stationnaires à demeure dans le bâtiment, mais on peut imaginer une voiture électrique qui soit aussi un système de stockage qui, en fonction de la disponibilité de la voiture et de l'utilisation qu'on en fait, serait à la fois consommatrice d'énergie à certains moments, ce qui, chaque fois qu'on peut consommer sur place, permet éventuellement de limiter l'injection au réseau, et notamment les pointes d'injection vers le réseau que redoutent les gestionnaires de réseau. Et à d'autres moments, pourquoi pas, alors je ne sais pas si on est déjà avancé là sur le sujet, on va en parler tout de suite. On en parlera. Absolument. On pourrait imaginer que la voiture soit un stockage utilisable par le bâtiment. À nouveau, aux périodes de pointe, s'il n'est pas très judicieux à ce moment-là d'utiliser le réseau, pourquoi pas utiliser une part de l'énergie de la voiture pour faire la soupe du soir, par exemple. Si on n'a pas à se déplacer avant le lendemain, on pourrait, dans ce cas-là, imaginer des utilisations assez amusantes du véhicule solaire, enfin du véhicule électrique solaire, si possible. Voilà ce que je voulais dire sur l'interconnexion. Alors, cette interconnexion, il est important qu'elle puisse se faire avec des appareils qui se comprennent. Et donc, pour cela, on a SMA. Vous travaillez sur des standards universels ? Oui, on parle de standards universels. Alors, unique, c'est peut-être encore ambitieux. On est membre d'une initiative qui s'appelle EEBus, ou IBus en anglais, et qui regroupe un certain nombre de constructeurs. Bon, vous pouvez en reconnaître un certain nombre. Je vois que ça intéresse tout le monde. Tout le monde voilà, a tourné la tête. Tout le monde se cherche. Ouais, est-ce qu'on y est, on n'y est pas ? Voilà, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas ? Alors, c'est une initiative. C'est intéressant de savoir qu'il existe des collectifs comme ça qui permettent de travailler ensemble et de mettre au point des protocoles de communication, des moyens de travailler ensemble pour aller vers des équipements de plus en plus utilisables ensemble.
voilà, le message que je ferai passer maintenant, c'est l'idée de... Évidemment, on peut tous travailler sur les mêmes sujets, on peut travailler chacun de notre côté, mais on peut aussi travailler ensemble dans des initiatives de ce type pour pouvoir faire avancer le système. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Serge Communal Voilà. pour ces informations. Merci. Thierry Jaël, on poursuit avec les industriels, directeur développement et prospective chez Schneider Electric. Alors, comment se prépare-t-on chez Schneider à la révolution autoconsommation ? On a déjà quelques bribes de réponses. On vous a vu, on a beaucoup parlé de vous lors des derniers des retours d'expérience en région. Donc, je vous laisse la parole pour voir un petit peu comment vous intégrez certains projets pilotes en France et également sur vos solutions en matière de stockage. EcoBlats, d'un système modulaire, on va le voir, qui est très intelligent. Je vais peut-être parler déjà de votre implication dans ces projets pilotes en France, Schneider. Je crois que ça vaut le coup d'en parler. Oui, ça vaut le coup d'en parler dans la mesure où on aime bien les démonstrateurs en tant qu'industriel, et tous les industriels aiment bien avoir des planches de des paillasses de laboratoire en vraie grandeur sur des terrains de jeu qui fonctionnent dans la vraie vie. On a un peu changé d'époque, puisque les démonstrateurs, c'était bien en 2008, 2009. On les connaît tous, on les a tous en tête. Après, on ne les a plus appelés démonstrateurs, on les a appelés expérimentations. Donc on a changé de vocabulaire. On a aussi parlé de préfigurateurs. Et donc, à chaque fois, il est question de faire de l'assemblage de solutions technologiques qui existent, qui sont déjà sur étagère, mais qui ne sont pas forcément bien intégrées. Et surtout qui ne sont pas complètes puisqu'il manque la couche logicielle, le software, qui va intéresser l'utilisateur et tous les acteurs qui sont censés s'en occuper. Alors effectivement, au-delà de cet aspect de démonstration, on se dit mais comment tout ça peut fonctionner dans la vraie vie ? Donc nous, on se contente d'être un industriel qui propose des solutions sur étagère à des filières qui vont les intégrer, les installer vers des clients finaux. Alors quelquefois la machine ne va pas assez vite, donc on se dit c'est pas si bête que ça de se retrouver dans des projets collaboratifs. On a parlé de RainGrid, je ne vais pas les citer, mais il y en a d'autres, qui nous ont permis d'initier ou d'être co-initiateurs de projets sur lesquels on a pu démontrer qu'il était intéressant de développer ces capacités d'intégration à tous les niveaux, mais pas seulement au niveau de l'industrie, mais aussi au niveau de l'intégration et au niveau de l'utilisateur. Alors, il y a un premier élément de question qui nous brûle à tous les lèvres, c'est, s'agissant par exemple des démonstrateurs, et quand il s'agit par exemple de tester le stockage, est-ce que le stockage est une technologie rentable ? Ça, c'est la première question, est-ce que le stockage est rentable ? Et la réponse est oui, ça le devient. Ça le devient. Pourquoi ? Parce que, effectivement, jusqu'à maintenant, on faisait de l'assemblage, des batteries, des onduleurs, des chargeurs. On essayait de mettre tout ça en boîte. Et puis, comme on est plutôt sur une démarche prototype, on va dire, au pilote, eh bien, on n'avait pas d'économie d'échelle. Donc, l'après-démonstrateur consiste à industrialiser ces solutions, les mettre à disposition de l'ensemble de la demande. Donc, cette demande, elle ne s'exprime pas très fortement parce que quand on regarde un petit peu, quand on discute avec les maîtres d'ouvrage qui nous disent c'est chouette, on va faire un smart grid puis on va mettre du stockage. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un petit peu de subvention qui alimente la machine, sinon ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, nous ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, vous voulez du stockage, ça va vous coûter tant. Alors quelques chiffres quand même. Il y a 2-3 ans, le stockage représentait à peu près 1000 € le kilowattheure. Kilowattheure, je mélange les deux. En général, on dissocie les deux, mais bon, pour faire simple, ça c'est il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, les solutions de stockage industrialisées telles que celles que je vais vous montrer atteignent entre 400 et 500 €. Donc on a divisé par 2, voire un peu plus, le prix de la technologie sur 2-3 ans. Alors, je vous rassure, ça ne va pas continuer comme ça. J'allais vous dire, on va vers une loi de Moore ? Non, pas du tout. On pense qu'on arrive à un certain talon au niveau du prix de revient. Alors certes, l'électronique continue à faire des progrès et donc tout ce qui est conversion permet encore, enfin, on a encore des espoirs de progrès économiques. On disait ça pour les panneaux photovoltaïques.
Souvenez-vous. Oui, alors ça, on continue à le dire. Et on continue à le dire. Sur le stockage, on atteint quand même un plancher. Alors, je rassure les maîtres d'ouvrage qui voudraient passer des commandes, n'attendez pas trop longtemps, de toute façon, ça ne baissera plus beaucoup. Je ne sais pas si mes collègues utiliseront les mêmes ratios. En tout cas, comment on peut atteindre ce niveau de prix? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution que d'être à la fois industriel, mondial, et j'allais dire agnostique sur le plan du sourcing des batteries. Alors, agnostique, c'est quoi? C'est comment on a des systèmes, on conçoit des systèmes qui sont en capacité d'accueillir des technologies de batterie, quelle que soit la technologie du moment, dans une coque, un peu le Bernard l'ermite du stockage, qui va effectivement permettre de faire évoluer en permanence la technologie au fur et à mesure que celle-ci évolue. Alors, après, à la question, le stockage est-il rentable? Aujourd'hui, on est en dessous, je vous donne un deuxième chiffre, on est en dessous des 20 centimes du kilowattheure déstocké. Alors vous allez me dire, en Allemagne c'est super sympa parce qu'on achète le courant à 30 centimes, donc si on fait un business plan, et on a vite fait de découvrir une rentabilité évidente. En France, on est encore autour de 10 à 15 centimes d'euros le kilowattheure au compteur. Pour amortir un kilowattheure à 20 centimes, il faut se lever de bonne heure. Et donc, il y a deux paris. Le premier, c'est de parier sur un prix de l'énergie qui va augmenter, consécutivement une baisse du prix de la technologie, mais bon. Le deuxième pari, c'est de voir le stockage dans sa dimension système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne valorise pas le stockage. Il est plus souhaitable de valoriser le stockage dans une dimension globale, et notamment à la construction. Certes, il y a beaucoup de gisements de projets sur de la rénovation, voire du suréquipement, mais il est vraisemblable que dans les prochaines années, on a parlé des BPOS, on ait un stockage naturel et qui vienne se mettre en lieu et place dans un local technique et qui va effectivement optimiser le rôle de la centrale de production photovoltaïque en autoconsommation. Tout ça, dans cette vision système, il nous faut un contrôle actif. Et ce contrôle actif, ça a été dit tout à l'heure, mais je le répète, il faut pouvoir mutualiser de l'intelligence en local, dans le cloud. Et cette intelligence, elle va tenir compte de tous les paramètres internes, mais aussi exogènes, qui permettront d'automatiser le fonctionnement du stockage. Et le fait de l'automatiser de manière active